La dernière année a été marquée par une explosion des accidents impliquant des poids lourds au Québec. Selon la SAAC, 100 personnes ont perdu la vie en 2024, soit une hausse de 35% par rapport à 2023. La question n'est plus de savoir s'il y aura d'autres drames, mais pourquoi il se répète. Aujourd'hui, on va arrêter de regarder le dernier maillon de la chaîne parce que ce qui se passe sur nos routes n'est pas une série d'accidents isolés. C'est le résultat direct d'un système où une minorité très riche s'enrichit délibérément aux dépens des vies humaines, des conditions de travail et de la sécurité publique. Dans cette logique-là, le profit passe avant tout. Au Canada, on parle d'environ 120 000 chauffeurs incorporés, les fameux chauffeurs Inc. Ces travailleurs coûtent plus de 20% moins cher que des chauffeurs salariés. Pourquoi? Parce que dans ce modèle, il n'y a pas de congé, de protection, pas de filet de sécurité. Ce sont des économies majeures pour les entreprises, mais ces économies ont un coût ailleurs. On parle aussi de permis falsifiés, d'expériences inventées, de conducteurs jugés inaptes ailleurs, mais autorisés ici, notamment parce que les bases de données administratives et criminelles ne communiquent pas entre pays et entre provinces. Et pendant que ce modèle des chauffeurs au rabais prend du terrain, il se passe quelque chose de beaucoup moins visible, mais de tout aussi grave. Des entreprises de camionnage d'ici, présentes depuis 20, 30, parfois 40 ans, ferment leurs portes. Des entreprises familiales bien établies, incapables de rivaliser avec un modèle basé sur le dumping salarial et une fraude structurelle tolérée. Ce qui est encore plus troublant, c'est que ce modèle repose sur une échappatoire fiscale ouverte depuis 2011, mais aussi sur une fausse classification des travailleurs. On parle de camionneurs qui se déclarent travailleurs autonomes, alors qu'en réalité, ils travaillent pour une seule compagnie, avec des horaires imposés, des trajets imposés et des conditions imposées. On transforme artificiellement des employeurs en pseudo-entrepreneurs pour réduire l'impôt, les cotisations et les obligations légales. Et ici, il faut être très clair. Quand on parle de pertes fiscales estimées entre 1,9 et 5,2 milliards de dollars par année, on ne parle pas d'argent abstrait. On parle de revenus que l'État aurait normalement perçus si les déclarations avaient été complètes et véridiques. Et cet argent-là, s'il rentre pas dans les coffres publics, quelqu'un doit compenser. Et ce sont les citoyens qui le font collectivement. Alors la question devient logique. Si ce système fait perdre autant d'argent à l'État, pourquoi existe-t-il encore? La réponse est simple, parce qu'il est extrêmement rentable ailleurs. Quand une entreprise réduit ses coûts de main-d'œuvre de plus de 20%, ses profits augmentent automatiquement. Ces profits ne disparaissent pas. Ils remontent dans la chaîne économique vers les propriétaires, les actionnaires, les fonds d'investissement et les grandes firmes financières. Prenons un exemple concret. Une firme comme Brookfield, qui investit dans des entreprises, des infrastructures et des chaînes logistiques. Son objectif est clair, offrir un rendement élevé à ses investisseurs. Et le moyen le plus rapide d'augmenter un rendement, ce n'est pas de travailler plus fort, c'est de compresser les coûts, surtout ceux de la main-d'œuvre. Quand les entreprises dans lesquelles ces fonds investissent réduisent les protections, utilisent des statuts hybrides comme chauffeur Inc. et transfèrent les risques à la société, le rendement augmente. Les pertes fiscales sont collectivisées, les profits, eux, sont privatisés. Ce n'est pas un accident, c'est le système. Et ce système est activement défendu sur le plan politique. Le modèle des chauffeurs Inc. est promu par le Canada Truck Operator Association, la CTOA, dont le porte-parole agit comme organisateur politique et a été impliqué directement dans les campagnes du Parti libéral, y compris celle de Mark Carney. Autrement dit, ceux qui défendent ce modèle de travail précaire ont un accès direct au cercle
cercle du pouvoir pendant que les conséquences se matérialisent sur nos routes. Et quand on replace tout ça dans un contexte plus large, on comprend que ce système ne sort pas de nulle part. Depuis 2020, le régime de pension du Canada a injecté environ 22 milliards de dollars sur les marchés indiens, notamment dans l'immobilier, les infrastructures, l'énergie et le secteur financier. Et ce mouvement ne ralentit pas. À la suite du dialogue ministériel Canada-Inde, tenu en novembre dernier, le gouvernement et le régime de pension du Canada ont confirmé que 15 milliards de dollars supplémentaires seront investis dans la région Indo-Pacifique. Et le Québec n'est pas un simple observateur dans cette stratégie. Il est directement impliqué. Les investissements canadiens vers l'Inde et l'Indo-Pacifique se concentrent presque entièrement dans 3 provinces, la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec. Le Québec, à lui seul, assume environ 34% de ces nouveaux investissements, soit 6,6 milliards de dollars sur les 15 milliards annoncés. Cet argent transite par la Caisse de dépôt et de placement du Québec, c'est-à-dire notre régime de retraite collectif et nos assurances publiques. Autrement dit, pendant qu'on nous parle de rigueur budgétaire et de sécurité, l'argent des Québécois est massivement engagé à l'étranger et les conséquences de ces choix se font sentir ici. À cela s'ajoute l'acquisition en 2020 de RMZ Corp, le plus grand portefeuille immobilier commercial de l'Inde, par nul autre que Brookfield, pour environ 3 milliards de dollars. C'est aussi précisément à ce moment-là que Mark Carney devient président du conseil de Brookfield, tout en agissant comme conseiller économique de Trudeau. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot, c'est un constat structurel. Les décisions économiques qui orientent le pays sont de plus en plus guidées par une idéologie financière internationale axée sur le rendement, la compression des coûts et la compétitivité globale. Et cette logique a des conséquences bien réelles sur la fiscalité, les conditions de travail et la sécurité publique, ici même, au Canada. Pendant que les investisseurs engrangent des rendements records, ce sont nos routes, nos travailleurs et surtout nos familles qui en paient le prix fort. Alors, au lieu de s'acharner sur les tapis volants, il faut se pencher sur la véritable source du problème en se demandant à qui tout ce système criminel, et je dis criminel car plus de 100 Québécois ont perdu la vie durant les 12 derniers mois, à qui tout ça profite vraiment.